Ça va être, il y a eu beaucoup d'échanges très intenses depuis hier. Beaucoup d'idées, beaucoup de connexions, beaucoup de business. Et on va essayer de prendre un peu de recul pour une discussion à deux qui va être modérée par Dominique Larèche, qui est rédactrice en chef adjointe de TV5 Monde, qui nous fait l'amitié de venir ici à Marseille, à Aix-en-Provence pour modérer cette table ronde, avec Monsieur Rémy Rioux, qui est le directeur général de l'AFD, Ifenia Ougouchoukou, qui est la directrice des partenariats de la Fondation Tony Elumelu. Et je passe maintenant la parole à Dominique, qui va prendre la main sur cette plénière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samir. Venez, Monsieur Rioux. Je vous demande de les applaudir. Ifenia, voilà. Alors, je vais vous laisser vous installer. Oui. Je vais peut-être rester debout, ce sera plus confortable, parce que sinon je vais être au milieu d'un don. Please just come. Thank you very much. Merci. Je vais vous poser la première question à vous, Ifenia Ougouchoukou. Ça fait un moment qu'on parle de la tech africaine, qu'on parle de l'innovation africaine, qu'on parle des startups, des start-upers. Aujourd'hui, quelle est la situation concrètement sur le terrain, dans les faits? Qu'est-ce qui manque encore à tous ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs et à cette tech? Quelle est votre vision du terrain aujourd'hui, la situation? Thank you, Dominique. So it's been really interesting to see the movement that is sweeping over the continent and is represented with this event today. From our perspective, Africa is on the cusp of massive transformation. And this transformation, some call it the fourth industrial revolution, some call it disruption. I like to borrow a phrase from my children's favorite bedtime story, and I like to call it that Africa, the sleeping giant, is awakening. This is the first time in history that with the push of a button, you can communicate with any part of Africa. Almost 400 million Africans have mobile phones. Most of them are smartphones. So today, for the first time, irrespective of social, economic, or educational standing, millions of Africans are able to see the world, and the world can see them. What this means is that they're seeing how it's done everywhere else and thinking it needs to happen here as well. It needs to happen even better. And so we have young entrepreneurs, young innovators who see the gaps in their communities, in their environment, and they're innovating to transform the way business is done, the products that they offer, to do it in a different way. UNDP study shows that Africa is the youngest continent with over 200 million people between the ages of 15 and 24. And we all know that technology is driven by the youth. However, what we're finding on the ground is that the youth need an enabling environment to be able to innovate. Without this enabling environment, the innovation is trapped in their minds. And so that is part of the reason why the Tony Elumelu Foundation was founded in 2010. Our founder, Mr. Elumelu, in 2014 launched a flagship entrepreneurship program called the Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program, and it's a $100 million commitment to identify, train, mentor, and fund 10,000 African entrepreneurs across the 54 African countries. So to date, we have trained, mentored, and funded 4,460 African entrepreneurs. So just fast forward, yesterday I was having a conversation with someone at the cocktail, and I had come in late because my flight was delayed due to the strikes in Marseille. And I said to him, actually talking to myself, I wonder if there are Nigerians in the room. And he said, oh yes, I spoke to some Nigerians, I'll bring them over to you. So he brought them, and he brought not one, not two, not three, but 6 Nigerians, and the rest were from Burkina Faso, from Benin. And all of them were Tony Elumelu entrepreneurs. Please rise if you're in the room. And it was really exciting. Please, a round of applause for the Tony Elumelu entrepreneurs in the room. And to think
that I didn't know that they were there. Please, you can sit, thank you. But this is what is happening on ground. The Tony Elwin entrepreneurs here today, they came here on their own. They're in different sectors, from our female auto mechanic and engineering to e-commerce, and they are changing the way business is done by leveraging technology. So there's a lot happening, and we're at the cusp of massive transformation. Rémi Rioux, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Yves Fénois. Ce qui manque surtout à la tech africaine, c'est un environnement, c'est un écosystème plus favorable. Moi, j'étais à Lagos, c'était le 6 juillet dernier, je crois. Donc, Tony Elumelu a accueilli le président de la République. Il y avait 1000, je crois qu'il y avait 1000 start-upers, innovateurs dans la salle. Donc, ces événements-là, ces jours-là, vous voyez ce qu'Ifeyinwa vient de dire. Hein, c'est la puissance, le nombre, l'envie, la force de ce qui est en train de se passer en Afrique. J'étais avec Karim Si en Mauritanie aussi peu de temps avant. Alors c'était une plus petite structure, visiter un incubateur à Nouakchott. Enfin bon, on voit partout ces centaines de structures, d'acteurs qui sont en train d'émerger. Et donc il faut bien sûr qu'on ait beaucoup d'attention pour ça. Ce qui est fascinant dans notre monde du développement, maintenant je mets ma casquette, c'est que, vous savez, on a cet agenda des objectifs de développement durable, qui est donc un agenda d'une ambition, qui est tellement vaste, qui est tellement fort, qui a été décidé par l'ensemble des pays du monde en septembre 2015, comme jamais en fait. Hein. Et on voit, et en particulier en Afrique, cette connexion qui est en train de se faire avec ces objectifs très très macro, et puis des innovations de terrain qui apportent des solutions et qui vont, j'espère, à la fois par cette énergie politique de tout en haut et par cette force de tout en bas, qui vont progressivement disrupter, transformer tous les étages intermédiaires, dans lesquels nous sommes d'ailleurs, mais qui sont poussés par ces deux forces puissantes, hein, et qui, je trouve, gagnent de plus en plus de force. Et probablement cette connexion, cette transformation, mon sentiment, c'est qu'elle va d'abord avoir lieu en Afrique. Et qu'ensuite, ça va venir avec beaucoup de force, de rapidité dans le reste du monde, et en particulier en Europe et en France. On le voit dans beaucoup de secteurs. C'est pour ça que les innovations que chacun d'entre vous porte, aussi naissantes soient-elles, elles sont très importantes, parce que nous, on est la maison qui doit les relier à ces grandes priorités internationales, et les appuyer et les faire revenir ici. Et voir quel sens elles ont pour nos propres équilibres, nos propres systèmes économiques, nos propres systèmes sociaux. Dans la nouvelle stratégie de l'AFD, on a essayé de dire ça. On a dit qu'on était 100% accord de Paris. Donc ça veut dire tout ce qui contribue à accélérer les transitions énergétiques, les transitions climatiques, les transitions territoriales, sont les bienvenus, et on doit les appuyer. On est 100% lien social en même temps. Tout ce qui vient renforcer l'inclusion, la santé, l'innovation dans le domaine de l'éducation, là aussi c'est absolument indispensable. 100% accord de Paris, 100% lien social, ça veut dire 100% objectif de développement durable. On s'aligne complètement derrière cet agenda. Et puis le troisième thème qu'on pousse très fort à l'AFD, c'est, alors on a dit priorité non souveraine, non-sovereign first. Donc ça, c'est dans notre jargon, ça veut dire ne passons pas que par les gouvernements. Il faut bien sûr, hein, on a besoin d'États qui créent un environnement réglementaire, financier, qui structure des choses. Mais si on peut trouver une solution qui passe par un autre acteur, si on peut inventer des circuits financiers, des circuits d'appui qui passent par le secteur privé, la société civile, les innovations, le système financier, je crois que c'est mieux.
je crois que c'est mieux et nous, on s'y emploie très activement. Justement, vous allez me faciliter la transition, Rémi. Féniois, quels sont les obstacles? Est-ce que finalement, on va dire la faiblesse des mesures qui sont prises pour accompagner les jeunes entrepreneurs, je vais y arriver, sur le continent, c'est pas l'un des obstacles finalement au développement de la tech? On a l'impression qu'il y a d'un côté des jeunes qui innovent, qui inventent, et des gouvernants, des pouvoirs publics qui restent souvent un petit peu dans leur sphère. Et que ces gens-là ne se rencontrent pas beaucoup. Yes, absolutely. I think we always say that if you can succeed as an entrepreneur in Africa, you will succeed anywhere. Because unfortunately, the major obstacle to innovation and entrepreneurship on the continent is the infrastructure gap. I'm not going to mention any names, but there are some African countries where an entrepreneur is not guaranteed even 3 hours of electricity in a day. And so you find that with trying to build your business and make it a success, you have to provide electricity for yourself, you have to provide water, sometimes roads, and certainly security for yourself. So the infrastructure gap is one major obstacle for entrepreneurs in Africa. We also have the problem of fragmented markets. As an African entrepreneur, trying to do business with other entrepreneurs or people within Africa, there's a huge obstacle in respect to the free movement of people, goods, services, and even money. I was having a conversation this morning, and to think that it's easier and probably cheaper to get from Lagos to Paris, London, or even New York than it is to get to some African countries. Because to get to some African countries, like from Lagos to Mali or Tunisia or Zambia, you have to take 3 or 4 flights. Sometimes it'll take you 24 hours to get there. And then let's not talk about, movement of capital. Our next door neighbor, Ghana, if we want to transfer money to Ghana, we must first change Nigerian naira to dollars and then change the dollars to Ghanaian cedis. So, these are just some of the obstacles that entrepreneurs face. Of course, the amazing thing about Africa is that all these obstacles are actually opportunities. It is these unmet needs in Africa that creates the gold mine that the African continent is today. But the one thing that the African entrepreneur does need is access to capital, is economic opportunity. Because without this, there's no movement. And that is why events like this have been formed. That is why our entrepreneurship program has seen that 2 sides of the coin is capacity building on one side and access to capital on the other side. You can't have one without the other. Because to get your foot in the door, you have to have some funding to actually prove your concept. So access to capital is the one thing that if African entrepreneurs are able to surmount that, all the other problems will be solvable because they will create businesses out of the other problems. For instance, like I said, the entrepreneurship program that was started in 2014, we have a 12-week proprietary online training program for each entrepreneur that signs up to the program. And in addition to the training program, there's a mentoring program. We have 1,000 mentors across the globe who mentor our entrepreneurs. And then we make sure that at the end of the cycle, they get a $5,000 non-returnable seed capital. It's not much, but it gets your foot in the door. It's a lot for people who ordinarily would not have had any opportunity to have financing. We're working at the bottom of the pyramid, and the whole idea is that if you prove your concept, then you can work your way up to the middle of the pyramid, and the accelerators and the banks might then find you more inviting. So access to capital is one area that I believe that working together with governments, working with the development partners, we can ensure that the African entrepreneurs have the funds that they need to build their businesses, to grow their businesses, because all the other problems, they will be the ones to solve it through their innovation. Rémi Rioux, je pense que vous ne pourrez qu'être d'accord. L'absence d'infrastructures, l'absence de liaison intra-régionale et la faiblesse des capitaux, ce sont les 3 principaux obstacles pour le développement de la tech africaine. Bon, les chiffres Sont vous tenaces. les connaissez, hein, ils sont têtus, comme disait l'autre. Oui.
Donc, bien sûr, le tableau est mitigé. Hein. On est sur, je crois, en moyenne, un peu moins d'une start-up par million d'habitants en Afrique. Alors, il y a beaucoup de millions d'habitants en Afrique, donc il faut relativiser les choses. Mais là, vous savez, l'Afrique, c'est l'Inde hein, en termes de produit intérieur brut, en termes de population aujourd'hui. On est sur 7 start-up par million d'habitants en Inde. Donc, on a un écart de 1 à 7. On est sur plus de 30 en Allemagne, plus de 40 en France. Donc il y a quand même quelle que soit l'innovation, la capacité, il y a un sujet encore de volume, d'incitation. Et puis on le sait aussi sur les... J'en viens au sujet financier, bien sûr. Alors il y a un autre sujet, pardon, c'est la concentration. Je pense qu'il y a un sujet de diffusion des instruments, de l'innovation. L'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria, fortement représentés aujourd'hui, c'est 75% des investissements dans le secteur. Donc il y a quand même, vous venez d'horizons beaucoup plus larges, il y a un vrai sujet de structuration continentale, sous-régionale, des réseaux et des financements en Afrique. Et puis les levées de fonds, vous savez, hein, ça a augmenté de 50%, je crois, l'année dernière, mais c'est un peu plus de 500 millions de dollars de levées de fonds pour les startups africaines. On est sur des dizaines de milliards en Asie, aux États-Unis, en Europe, donc on est encore là aussi sur une différence d'échelle qui est extrêmement importante. Donc il faut accélérer, il faut progresser, il faut inventer aussi probablement des instruments. Et là, on a cette interpellation très forte qui est adressée au système financier, en fait, hein, qui aujourd'hui n'apporte pas la solution, et indirectement, bien sûr, aux banques de développement comme l'AFD, dont la mission est précisément de pallier les défaillances de marché. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup chez nous. Hein. On a inventé, moi j'étais à Bercy quand on a créé BPI France hein, en 2012, donc je crois que c'est un grand succès, beaucoup de dynamisme qui sont venus encourager, accélérer les innovations ici en France. Il faut qu'on invente des instruments comparables en Afrique bien sûr, et en faisant attention parce qu'évidemment nos instruments publics ils peuvent aussi aboutir à des business models qui ne sont pas les bons ou perturber le marché. Donc il faut qu'on ait évidemment une empreinte prudente, tout en acceptant, je pense, maintenant d'utiliser beaucoup plus de l'aide publique au développement pour faire moi je dis de l'investissement solidaire, donc accepter de mettre de la ressource publique au service du secteur privé, au service plus exactement de la prise de risque par des instruments de garantie, d'investissement en fonds propres. Et ça, je crois que beaucoup des gouvernements sont en train de passer d'un modèle où tout se faisait en subvention et en dons vers un modèle où de prise de risque, de dérisking, d'investissement, le cas échéant dans des business models qui ne sont pas encore matures. Donc c'est un mouvement qu'on voit dans beaucoup de pays, hein, dans les pays anglo-saxons. Nous, on est pas mal placés pour ça parce qu'on a cette expérience depuis très longtemps. Ça ne va que s'accélérer, je pense, dans les années. Après, j'y viendrai. L'art est d'exécution maintenant. Quelles sont justement, Ifenywa, les solutions que la Fondation Tony Elumelu peut apporter face à ces obstacles, pour lever ces obstacles, pour faire avancer? I think, like I said earlier, and just to pick something from what Remy has just said, right now Africa is ripe, and the time is now. There's immense opportunity on the continent, with a population of over 1.2 billion. Incidentally, you mentioned India, and a recent McKinsey study showed that Africa's consumer spending tops $1.3 trillion, and that's actually more than India. So the entrepreneurs and the innovators in Africa have the market. They have the opportunity, it's there. And it's up to organizations like us, private sector, working with the development finance organizations as well as public sector to create that economic opportunity. Because the giant is awakening and he needs that
economic opportunity. And if it's not there, he'll find it elsewhere. And we know what that means for the economic, the migrant crisis in Europe. So what we are doing as a foundation is that our founder, from his personal family wealth, committed $100 million over 10 years to train 10,000 entrepreneurs. And that is fixed, and that is happening. It's on course. We are 4 years in, and like I said, we have trained 4,460. But I'm sure you're wondering why the 460. And that's because the first year of our program, we had 20,000 applications. Second year, just over 40,000. Third year, over 90,000. This year alone, we had 151,000 people across Africa, young African entrepreneurs and innovators, apply to the program. And we're selecting just 1,000. So with that 1,000 that we're selecting, we're doing less than 1%. And that is why we decided to open the program up to partners and development organizations and governments who understand that there is a new narrative for Africa. There's a new way of doing things in Africa. It's no longer about aid or, like Remy said, subsidies. It's no longer about handouts. It's about a hand up. It's about empowering the entrepreneurs to take his own destiny in his hands, to create jobs, generate income that will impact his life, his community, and his environment. So that is the first thing that we're doing, is actually putting the money in the hands of the entrepreneur. The second thing that we are doing as a foundation is that in October, and you can see there's a lot of synergy going on because one person is thinking one thing in France, the other person is thinking exactly the same thing in Africa. We launched in October the TEF Connect, which is the world's largest digital platform for African entrepreneurs. Today, it has over 460,000 users on the platform, and this is all about the entrepreneurship ecosystem. It's a platform where entrepreneurs can go and network with each other. So we're bringing down the cross-border boundaries. We have a Pan-African marketplace, so entrepreneurs can buy and sell their goods on the platform. Entrepreneurs have access to curated learning content. They have access to business tools, so they can actually upload information about their businesses, their profit and loss, so that investors all over the world can see their companies, their performance, track their performance, and actually transact investment deals on the platform. So it's a digital platform that we are very excited about, and we are going to be launching another one today, as Remy indicated. And I see synergy. I see each one feeding into the other. So a lot is happening in Africa, and this is the time, and the African entrepreneur and innovator is going to take all the opportunity we present. Thank you. Rémi, on va revenir un petit peu plus tard sur cette plateforme, bien sûr. Moi, il y a une chose que je retiens du message des Fignois, c'est qu'en fait, avec des années de recul, on se rend compte que l'aide, cette fameuse aide au développement, finalement, elle n'est pas si productive, elle est même peut-être parfois plus contre-productive que cela. C'est un peu une question piège que je vous pose, mais je sais que vous allez pouvoir y répondre. Je ne dirais pas les choses comme ça. Hein. Non, je crois que c'est le mot aider peut-être qui pose un problème. C'est ce que je disais. Qui n'est pas toujours très positif. C'est ce que je disais dans mon premier propos. On a changé d'ambition en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on vivait dans un monde un peu post-colonial, un peu où on avait un certain nombre d'objectifs. On les appelait, vous savez, autrefois les objectifs du millénaire pour le développement, qui étaient peu nombreux. Et on était dans une logique un petit peu de, je dirais, à la fois de rattrapage, c'est-à-dire les pays d'Afrique doivent quand même à un moment être comme nous. C'est un peu ça l'idée. Et puis en même temps, il faut assurer un minimum en fait. On a des cibles minimales à atteindre. Et là, encore une fois, 2015, les objectifs de développement durable, c'est tout autre chose en fait. On a dit deux choses. On a dit, en fait, on est tous en transition. Ça ne veut plus rien dire de dire on va rattraper la France ou le Royaume-Uni ou les États-Unis, puisque nous-mêmes, on doit changer. Puisque nous-mêmes, notre modèle, il est insoutenable et il est lui-même disrupté par plein de gens ici. Donc,
soyons plutôt dans un système où on veut atteindre une cible commune, un développement humain élevé et une empreinte environnementale soutenable, et apprenons des innovations qui sont en train de naître partout dans ces transitions. Et puis la deuxième révolution des objectifs de développement durable, c'est on ne veut pas juste assurer un minimum aux gens. C'est pas ça le sujet. On veut que tous les gens sur cette planète vivent bien. Et les Africains, comme les Européens, comme les Nord-Américains. Donc, vous voyez, c'est une ambition tellement vaste qu'elle vient percuter ce qu'on appelle depuis très longtemps l'aide publique au développement. Et il ne faut pas trop lui en vouloir à l'aide publique au développement. Elle a fait beaucoup de choses. Hein. Elle a plutôt pas si mal réussi dans l'atteinte des objectifs d'avant. On le sait, hein, beaucoup de gens sont sortis de la pauvreté extrême, beaucoup d'infrastructures ont été constituées, mais là c'est autre chose. C'est autre chose. D'où moi, notre idée, l'AFD, hein, d'arrêter de parler d'aide déjà, parce que je crois que ce soit les Français ou les gens qui sont les bénéficiaires de nos financements, ils n'aiment pas trop le mot aide en fait. Ou en tout cas, ça n'ira si on continue à employer trop ce mot, ça n'ira pas très loin en fait. Ça n'ira pas aussi loin qu'on nous demande d'aller. Et donc passer à quelque chose qui serait je dirais le pendant, le correspondant financier de cette ambition des ODD que moi j'appelle investissement solidaire de développement, pour faire le lien, dont l'aide au développement évidemment est une composante. C'est la composante, je dirais, budgétaire, la composante publique, mais qui doit avoir un effet d'entraînement, de mobilisation qui aboutit à une transformation des systèmes financiers, donc un plus grand volume de financement et une plus grande qualité. Parce que l'aide publique au développement, elle est très pure, mais elle doit jouer un rôle pour que les financements privés se tournent vers le climat, se tournent vers l'inclusion sociale, se tournent vers l'emploi décent, se tournent vers les objectifs de développement durable. Donc c'est ce mouvement-là qui est en train de naître, je crois, de 2015, c'était il y a 3 ans, hein, c'est très nouveau, ça prend du temps, mais et donc nous, on se saisit de ça et on essaye d'inventer des instruments. Ce milliard d'euros de social and inclusive investissement qu'on va faire d'ici 2020, cette poche de 65 millions d'euros que le président Macron a annoncé à Vivatech, 10 millions d'assistance technique, 5 millions de prêts d'honneur, ça c'est un instrument qui marche bien et qui n'existe pas aujourd'hui en Afrique, et 50 millions de fonds propres, hein, de prise de risque en equity, qu'on va dédier là, très spécifiquement au secteur de la tech africaine. Et bien sûr 2 choses qu'on est enchanté de faire avec la Fondation Anthony Eloumelou, tout l'effort sur le capital humain, le SIBC et le partenariat qu'on a noué avec la Fondation en juillet, qui va se développer. Et puis la plateforme, les plateformes, la plateforme des plateformes, enfin tout ça va dans le même sens évidemment pour connecter l'ensemble des acteurs de la façon la plus fluide et la plus rapide possible. On va en parler bientôt, je crois. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera la transition et le mot de la fin. Justement, on va parler de cette plateforme. Je vais céder la parole à Samir qui va venir ici faire la transition avec Karim Sy. Merci Rémi Rioux, merci Fenioir. Merci beaucoup. C'est l'heure de la pause, du break networking. Et après ce break, nous allons accueillir Karim Sy qui va présenter et lancer la plateforme Digital Africa. Merci. Je vous demande une dernière fois d'applaudir nos 2 panélistes. Merci Dominique. Merci pour cette modération. Et on se retrouve dans 20 minutes. Merci à tous. Merci.